Là où le sable s'étend à perte de vue, une rivière impossible a vu le jour. Au milieu des déserts arides du Moyen-Orient, dans un paysage de roches et de vents écrasés par le soleil, le peuple d'Israël a accompli un exploit qui a stupéfié le monde. Ils ont sculpté plus de 12 000 kilomètres de canaux à travers l'étendue désertique. Ce réseau colossal a donné naissance à un fleuve artificiel, acheminant des milliards de litres d'eau depuis la mer Méditerranée pour faire vivre une nation. Mais leur ambition ne s'est pas arrêtée là. Grâce à une technologie de pointe, ils ont transformé cette immense masse d'eau salée en une ressource fraîche et potable. Tout ce processus se déroule au cœur de gigantesques usines de dessalement. Le sable s'étendait à perte de vue, mais à quelques kilomètres seulement, une immense étendue d'eau salée attendait. Pendant des décennies, le désert du Negev, dans le sud d'Israël, n'était qu'une terre morte, craquelée par la sécheresse et presque impossible à cultiver. En été, les températures grimpaient au-dessus de 110 degrés Fahrenheit. La pluie ne tombait que quelques semaines par an, et chaque génération voyait les nappes phréatiques souterraines s'épuiser un peu plus. L'agriculture, artère vitale de cette jeune nation, était au bord de l'effondrement. De nombreuses familles survivaient grâce à l'eau acheminée par camion depuis des régions lointaines. C'est ce contraste saisissant entre une soif infinie et une mer inutilisable qui a fait naître le pari le plus audacieux d'Israël. Amener la mer à l'intérieur des terres, au cœur même du désert. Le projet a été officiellement approuvé en l'an 2000, avec un investissement de près de 3 milliards de dollars américains. Avec un tel engagement, Israël n'a pas seulement transformé l'eau de mer en une ressource vitale. Le pays a défié le désert lui-même, forçant des rivières à couler à travers le sable. C'est un paysage sculpté par le vent, un ennemi de toute construction. Pourtant, c'est ici même que le projet devait prendre racine. Avant qu'une seule goutte d'eau ne puisse être acheminée, il fallait d'abord dompter ce désert aride pour en faire un chantier viable. Le travail a commencé par l'analyse d'images satellites à haute résolution, de relevés radars à pénétration de sol et de milliers de mesures de vent. Ces données ont permis de cartographier les dunes mouvantes et d'identifier les zones suffisamment stables pour la construction. Pendant des mois, des équipes de géomètres ont vécu au cœur de ce désert hostile. Ils ont foré des centaines de puits d'exploration, certains s'enfonçant à plus de 100 pieds sous la surface pour étudier les couches géologiques cachées sous le sable. Chaque marqueur de tracé a été placé à la main et sa position enregistrée avec une précision centimétrique. L'alignement du canal devait impérativement éviter les couloirs de vent, où une seule tempête de sable aurait pu ensevelir le chantier en une nuit. Des centaines de bulldozers ont ensuite été mobilisés pour aplanir les dunes. Ils ont découpé les crêtes les plus hautes et redistribué le sable dans les zones plus basses. L'objectif était de créer une surface lisse et équilibrée, assez solide pour supporter les engins de construction sans risque d'effondrement. Chaque section a été soigneusement décapée et nivelée sous une supervision stricte. Des arpenteurs vérifiaient l'élévation et la pente pour garantir une uniformité parfaite sur des kilomètres de désert. Des systèmes de convoyeurs évacuaient le sable excédentaire, loin de la zone de travail, tandis que des compacteurs pressaient doucement la couche supérieure pour former une fondation ferme et stable. Une fois les dunes nivelées par les bulldozers, le sable devait encore être stabilisé. Les ingénieurs ont découvert qu'injecter de l'eau dans la surface meuble aidait à lier les grains entre eux, créant une couche plus dense et plus cohésive. À l'aide de longs bras d'arrosage et de canalisation souterraine, ils ont pulvérisé des quantités contrôlées d'eau souterraine sur le site, permettant à l'humidité de pénétrer sur plusieurs pouces de profondeur. Dès que le sable atteignait le bon degré d'humidité, de lourds rouleaux compresseurs entraient en action. Leur passage compactait la surface pour chasser les poches d'air et emprisonner les particules. Le grondement constant des cylindres d'acier résonnait à travers le désert, chaque passage transformant le sable mouvant en une base ferme et uniforme. Lorsque la surface a finalement séché sous le soleil du désert, elle avait durci suffisamment pour supporter le poids des grues, des bétonnières et des camions d'approvisionnement. Une fondation solide, bâtie à partir de rien d'autre que du sable et de l'eau. Là où rien ne coulait, un fleuve d'acier se met en mouvement. Une fois les travaux préparatoires achevés, des centaines d'excavatrices et de camions bennes géants entament l'une des plus vastes opérations de terrassement jamais entreprises dans l'Israël moderne.
Chaque jour, environ 70 000 tonnes de sable et de terre sont extraites du désert Negev, le long d'un corridor de construction qui s'étire sur près de 250 miles. Plus de 1200 ingénieurs, opérateurs et ouvriers se relaient par équipes successives. Sous des températures diurnes dépassant souvent 115 degrés Fahrenheit, le canal prend forme avec un profil évasé. Sa base mesure environ 150 pieds de large pour une profondeur moyenne de 23 pieds. Pour que l'eau puisse s'écouler naturellement, sans l'aide de pompe, la pente longitudinale est maintenue à 1 pouce pour 100 pieds. C'est une marge incroyablement serrée sur une si longue distance. Les équipes de géomètres vérifient l'altitude tous les 160 pieds à l'aide d'instruments de nivellement laser, s'assurant que le fond du canal reste parfaitement aligné. La majeure partie du sable excavé est réutilisée pour élever les deux rives, formant des digues de 10 à 16 pieds de haut. Dans les terrains vallonnés, les bulldozers taillent le sol strate par strate. Pendant ce temps, dans les zones de basse altitude, les camions transportent et stabilisent les matériaux de remblai jusqu'à ce que le niveau requis soit atteint. Dans les secteurs où le sol est instable, les ingénieurs forent des pieux de sable de 16 pouces jusqu'à 20 ou 25 pieds de profondeur, ou bien ils mélangent ciment et argile pour renforcer la base et prévenir tout affaissement. Le chantier s'étend sur des centaines de miles, parsemé de centrales à béton, d'ateliers mécaniques et de camps d'ingénieurs. Sous un soleil de plomb et dans la poussière tourbillonnante, de longs convois de camions et de machines se déplacent sans fin. Un fleuve mécanique, sculptant la forme d'un véritable cours d'eau au cœur du désert du Negev. Ici, l'ennemi n'est pas la chaleur, mais la soif insatiable du sable. Chaque goutte d'eau exposée disparaîtrait en quelques heures si le lit du canal n'était pas parfaitement scellé. Après des mois d'excavation au cœur du désert de Negev, la phase de revêtement est devenue l'une des plus critiques de tout le projet. Pour commencer, le fond et les pentes du canal sont humidifiés, puis nivelés avec une couche de sable fin de 2 pouces d'épaisseur. Ensuite, des panneaux de béton épais de 4 à 5 pouces sont coulés par sections de 16 pieds de long sur 10 pieds de large. Chaque panneau est soigneusement séparé par des joints de dilatation. Ces joints sont ensuite remplis d'un mastic bitumineux chaud, une barrière essentielle pour empêcher les infiltrations et permettre au béton de se dilater sous l'effet de la chaleur. Dans les zones où le sous-sol se révèle instable, une précaution supplémentaire est prise. Une membrane HDPE est posée sous le béton, solidement fixée par des ancrages en acier, puis recouverte d'un matelas de sable protecteur. Au total, plus de 220 miles de canal ont été revêtus de béton, créant l'un des plus grands systèmes d'étanchéité jamais construits au Moyen-Orient. Le long des berges, les ingénieurs plantent de l'herbe vétiver et des acacias du désert. Ces végétaux sont chargés de stabiliser les pentes et de minimiser l'ensablement causé par le vent. Vu du ciel, le canal apparaît comme un ruban d'argent scintillant qui tranche une mer d'or. Une artère de béton attendant de transporter sa première eau salvatrice à travers le désert. Une rivière d'acier et de béton serpente à travers le désert. Pourtant, ce n'est pas un simple cours d'eau. Un canal de cette envergure est un organisme complexe, doté de centaines de structures auxiliaires pour maîtriser le transport, prévenir les inondations et réguler le débit de l'eau. À la tête du système, près du barrage de Taunsa, les ingénieurs ont érigé le régulateur principal. C'est ici que l'eau de l'Indus est détournée, canalisée à travers 9 gigantesques portes d'acier. Le long du tracé principal, plus de 900 composants d'ingénierie se succèdent, des ponts en béton armés au déversoir, en passant par les siphons, les ponceaux et les aqueducs qui enjambent les cours d'eau naturels. Chaque fois que le canal croise une route ou une voie ferrée, un nouveau pont est construit pour ne pas interrompre la circulation. Là où il traverse des lits de rivières, d'imposants ouvrages de drainage sont installés. De larges conduits qui permettent au flot naturel de s'écouler sous la voie d'eau artificielle. De plus, des vannes de distribution sont placées tous les 10 à 15 km pour contrôler le débit vers les branches secondaires. Tout doit fonctionner en parfaite harmonie, car un seul dysfonctionnement, qu'il s'agisse d'une vanne ou d'un aqueduc, pourrait priver des centaines d'hectares de terres agricoles de leur source de vie. Le sol craque sous un silence de poussière, mais au loin, un bruit sourd annonce la fin d'une longue attente. Après plus de 15 ans de travaux, l'heure est venue de mettre le canal à l'épreuve. Les ingénieurs ouvrent les vannes au barrage de la ville, laissant les eaux du fleuve Indus s'engouffrer section par section.
Le débit augmente progressivement, passant de 500 à 2000, puis 6000 cusecs. Le long du tracé, des équipes techniques inspectent chaque point névralgique. Elles mesurent la pression, traquent la moindre fuite, surveillent l'inclinaison des berges et enregistrent tout mouvement de terrain. Chaque anomalie est corrigée avant que le système ne soit pleinement opérationnel. Quand la première vague s'est élancée dans le lit craquelé et aride du canal, les régions de Daraboukti et Yalmoxy ont éclaté de joie. Les habitants ont baptisé ce moment « le jour où le désert est revenu à la vie ». Partout où l'eau avançait, des acclamations s'élevaient. Ce n'était pas seulement un courant d'eau, c'était un courant d'espoir, l'accomplissement d'un rêve que des générations d'agriculteurs avaient attendu toute leur vie. Le moment où une eau véritable coulerait enfin sur leurs terres. Elle serpente à travers le désert, une promesse liquide qui pourrait empoisonner la terre qu'elle est censée nourrir. L'eau de la Méditerranée s'écoule enfin dans ce fleuve artificiel qui fend le paysage aride. Mais elle ne peut pas encore étancher la soif, car elle est chargée de sel. Dans cet environnement, le sel peut se révéler plus destructeur encore que la sécheresse. Avant de devenir une source de vie pour des millions de personnes, cette eau doit traverser un système de dessalement intelligent. C'est une chaîne de technologie de pointe qui s'étend de la côte jusqu'au cœur des terres. Ici, l'eau de mer subit plusieurs étapes. Filtration mécanique, décantation du sable, séparation des hydrocarbures, puis nanofiltration et osmose inverse. Chaque molécule de sel est retirée, ne laissant derrière elle qu'une eau pure et potable. Des capteurs numériques surveillent en permanence la salinité, la pression et le débit. Ils ajustent automatiquement le processus pour garantir le plus haut niveau de pureté. C'est seulement après avoir franchi toutes ces barrières de contrôle que l'eau pénètre dans le canal principal, entamant son voyage de plusieurs centaines de kilomètres à travers le désert du Negev. Ce n'est plus de l'eau de mer, mais une véritable artère vitale pour toute une nation bâtie sur l'espoir et la résilience. La phase de pré-traitement a déjà permis de capturer les plus gros débris et sédiments. Pourtant, l'eau de mer transporte encore d'innombrables particules fines et des organismes microscopiques. Pour éviter que ces éléments n'obstruent le cœur de la technologie qui suit, une étape de filtration fine est mise en place. À l'intérieur d'immenses cuves de filtration, des membranes à fibres creuses noires agissent comme des barrières ultra fines, bloquant les algues, les bactéries et les plus infimes particules restantes. Ces premières étapes de filtration ne sont qu'un prélude. La phase décisive se déroule au sein du système d'osmose inverse. Sous une pression colossale, l'eau de mer est forcée à travers des membranes semi-perméables, dont chaque pore est des centaines de fois plus petit qu'un cheveu. Ce mur invisible ne laisse passer que les molécules d'H2O pures, tandis que les sels, les métaux lourds et les traces de produits chimiques sont retenus. Des pompes à haute pression génèrent des dizaines de barres de compression, transformant ce mélange saumâtre et trouble en un flux d'une pureté presque absolue. Cependant, en quittant les modules d'osmose inverse, l'eau est si pure qu'elle en devient presque vide. Et ce vide même doit être corrigé. 4 systèmes de dosage ajoutent de petites quantités de calcium et de magnésium pour rééquilibrer le pH et lui redonner un goût clair et naturel. Vient ensuite la désinfection. Une lumière ultraviolette ou de l'ozone élimine les derniers micro-organismes potentiels. Une trace de chlore assure quant à elle une sécurité à long terme tout au long de son parcours dans les canalisations. Chaque paramètre est surveillé en temps réel et des échantillons sont analysés en laboratoire en continu. Ce n'est que lorsque toutes les normes sont respectées que l'eau est pompée depuis les réservoirs de stockage vers le réseau de distribution. Elle s'écoule alors sur des kilomètres de conduites souterraines pour atteindre les foyers, les hôpitaux et les usines. C'est un cycle complet où le sel de l'océan est transformé en une eau saine et potable, un témoignage de la puissance remarquable de la technologie moderne. Le désert ne connaissait que la poussière, puis une première vague d'eau a fendu le sable et tout a basculé. Ce changement n'a pas seulement redessiné la surface, il a transformé la vie des gens en profondeur. Une terre autrefois craquelée sous un soleil de plomb a lentement commencé à reprendre vie. Des fermiers qui avaient fui la sécheresse sont revenus, plantant leurs tentes, enfonçant des piquets et traçant les premiers sillons de leur existence au milieu du sable et des roches. L'eau du canal principal de l'aqueduc national
étaient répartis à travers un réseau de canaux secondaires, de conduites sous pression et de systèmes d'irrigation au goutte à goutte. Cette technologie, une invention israélienne, acheminait l'eau directement à la base de chaque plante, économisant chaque goutte aussi précieuse que l'or. Le projet, lancé en 1953, a nécessité plus de 11 années de travail. Son coût a atteint environ 420 millions de lires israéliennes, une somme équivalente à des centaines de millions de dollars à l'époque. Une fois en service, le système pouvait transporter jusqu'à 72 000 mètres cubes d'eau par heure, amenant l'eau douce du nord jusqu'aux confins du Negev. Grâce à cet effort, des régions autrefois considérées comme sans espoir se sont métamorphosées en zones agricoles florissantes. Dès les premières années, des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles ont reverdi. Là où il n'y avait que poussière et soleil, on voyait désormais des vergers d'orangers, des vignobles, des champs de blé et des palmiers dattiers ploquant sous le poids de leurs fruits. Vu depuis les satellites, l'image est saisissante. Un long ruban vert serpente à travers le désert doré. C'est l'artère verte d'Israël, une ligne de vie artificielle qui relie le nord et le sud du pays. Mais la transformation s'est étendue bien au-delà des champs. Des villages ont été reconstruits, des écoles ont ouvert leurs portes et des fermes de haute technologie ont émergé du sable. Là où le désert semblait éternel, une ambition démesurée a pris racine. Des milliards de tonnes de sable ont été déplacées pour tracer le cours d'une rivière artificielle, un serpent d'eau vive au cœur d'un paysage aride. Ce miracle d'ingénierie puise sa source dans l'océan lui-même. Une technologie de pointe transforme l'eau salée en une ressource vitale, capable d'irriguer la terre et de faire fleurir l'impossible.